Chose promise, chose due, William Afoyonguts, consultant expert immobilier rural environnement. Je m'occupe également d'aménagement du territoire. Donc je vous avais promis sur mon Akea Silva Facebook professionnel une documentation vidéo, 10 jours après la publication de la dernière vidéo, concernant un certain nombre de points à mettre en œuvre. Parce que je rappelle qu'ici, l'objectif de ce feed d'information vidéo est bien d'agir en matière de politique publique. Chacun à son niveau, en tant que professionnel, je pense que c'est très important. On ne peut plus simplement vendre des prestations, prendre de l'argent et puis advienne que pourra. Il faut s'impliquer dans les politiques publiques. Donc ici, je vais rappeler un certain nombre d'éléments concernant la communication dans le cadre de cette chaîne Science Environnement sur YouTube. Donc premier élément sur les commentaires, alors c'est très simple, soit vous êtes pragmatique, pratique, terre à terre, scientifique, technique, je ne vais pas donner tous les synonymes, soit voilà, vous ne laissez pas de commentaires parce que j'ai pas vocation à laisser parler mon ego, accent aigu géo. Le but de ces vidéos est de servir à tout à chacun et en particulier aux personnes qui occupent des places en tant que technicien, chargé d'études, ingénieur, expert au sein de collectivités publiques notamment ou d'associations, pour mettre en œuvre un changement déjà d'état d'esprit, de mentalité, et derrière avoir un impact sur les travaux réalisés, les aménagements, dans un but d'équilibre. Donc le but c'est bien l'équilibre territorial sans cette sensibilité qu'ont un certain nombre d'élus, alors pas seulement, hein, le but n'est pas de taper sur les élus en tant que tels, mais qu'un certain nombre d'élus ont, c'est-à-dire une sorte de boulimie territoriale, c'est-à-dire de mettre en place un certain nombre de projets de façon illimitée. Hein. On ne sait plus s'arrêter, notamment dans le cadre de l'urbanisation. Et on va parler notamment des mots utilisés dans l'aménagement du territoire aujourd'hui. Donc je vais faire en sorte que la vidéo soit pas non plus trop longue, même si elle va durer plus de 12 minutes. Et nous allons aborder un certain nombre de points. Donc je répète ici, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne. Il n'y a pas d'obligation parce que cette chaîne n'est pas monétisée, c'est pas le but. Le but est simplement d'être technique proche des réalités de terrain, sans a priori, sur aucune question que nous allons aborder. Donc je rappelle néanmoins que dans le cadre de cette chaîne Science Environnement, beaucoup de thématiques vont être abordées. Vous pouvez déjà aller voir sur mon fil d'information Science Environnement. On aborde pas mal de documentation sur la question des transports, la durabilité. J'ai fait une vidéo sur la sismologie. Nous allons aborder les questions liées à l'hydrogéologie, la géologie, la pédologie, l'étude des sols. Voilà, on va vraiment aller, on va brosser très très loin, très très large pour initier les gens qui ne sont pas habitués à ce type de discours, à la pratique des sciences de l'environnement, mais sur le terrain. Voilà. Donc concrètement parlant, je commence ici avec un petit point sur l'action citoyenne. Madame Garabé, que je salue au passage, m'a demandé comment faire, comment agir. Mais c'est très simple. Dans un premier temps, avec des idées qui sont simplifiées, n'hésitez pas à contacter vos adjoints, vos élus en mairie. Donc ça peut être par une notification courrier électronique, ça peut être par un courrier papier pour ceux qui aiment bien discuter, donc de manière écrite, ça peut être en prenant des rendez-vous auprès de vos élus pour acter en requête, pour demander la mise en œuvre de choses très simples au niveau de votre collectivité. Alors là, le but c'est pas de brosser toutes les idées qui me viennent en tête, mais si vous avez des idées d'actions simples auprès de votre collectivité, n'hésitez pas à contacter vos élus. Donc c'est un message que se passe en particulier à Madame Garabé. Donc tout de suite, on ne va pas s'épancher dans trop de détails. Je voulais aborder un premier point essentiel sur l'étymologie des mots. Beaucoup de mots employés par des politiques, des représentants de territoire, pas seulement des professeurs, ne sont pas adaptés à la réalité que l'on vit. On va commencer tout de suite par deux mots qui me tiennent à cœur et que vous entendez à mon avis, à longueur de journée dans les médias, sur Internet, etc. Je veux parler des mots écologie et économie. Donc il faut tout de suite rapprocher les mots que l'on emploie des idéographies grecques, latines, voire arabes, perses, mésopotamiennes, égyptiennes anciennes, etc. Donc dans le cas suivant, écologie et économie ont la même racine du gréco-latin oikos, que vous retrouvez notamment dans le terme œcuménique, que vous retrouvez également dans le terme œcumène. Œcumène en géographie, c'est la sphère terrestre, c'est l'environnement global. Donc oikos signifie cellule, signifie habitat. L'écologie, traditionnellement, est envisagée comme le discours sur l'habitat, comme la science de l'étude
de l'environnement. Il n'y a pas d'écolos. Les écolos, ça n'existe pas. C'est un terme qui est utilisé par les médias pour faire diversion et pour éviter finalement de parler des réalités de terrain. Donc l'écologie, comme le veut l'écologue, c'est le discours de l'habitat. Donc c'est en quelque sorte une sorte de description de l'habitat. L'économie, c'est la règle de gestion de l'habitat. D'accord ? Et ce sont des termes que l'on retrouve dans les religions. Donc quand je parlais tout à l'heure du mot œcuménique, le préfixe oiko, qui donne également le mot œuf, donc le E dans l'eau, est en rapport avec la cellule religieuse, la cellule familiale, etc. Rapporté à l'environnement, c'est la cellule terrestre, c'est l'environnement. Donc écologie, économie ont une étymologie identique par le préfixe de l'œuf, par le préfixe de la cellule initiale, c'est l'environnement. Donc il n'y a pas lieu de faire des distinctions entre d'un côté la fiscalité ou l'économie et de l'autre l'écologie. Ça n'a strictement aucun sens. Donc ça, il faut mettre ça au placard. Et c'est important, notamment pour les professeurs, d'utiliser les bons mots. Ou si vous n'avez pas la connaissance des mots, écoutez, faites en sorte d'aller dans les dictionnaires anciens, d'aller dans les bibliothèques, les CDI, pour retrouver l'essence originelle des mots que vous utilisez. Sinon, les discours publics sont tronqués. Donc là, en étymologie, je ne veux pas parler trop longtemps. Je voulais déjà faire un lien très fort entre écologie et économie. C'est strictement la même étymologie, c'est la même chose. Et puis, un autre terme que vous entendez très souvent, et je ne serai pas trop volubile sur l'étymologie comme je viens de le dire aujourd'hui, sinon ça va me prendre plusieurs heures. Un autre terme qui est souvent utilisé à mauvais escient, le terme métropole. Métropole, étymologiquement, c'est mater, méter, c'est la mer, et pôle, polis, c'est la cité ou le pôle central. D'accord ? Et la cité au sens large. La métropole n'est pas synonyme d'urbain. Ça, c'est important de le dire. Beaucoup de petites agglomérations actuellement en France, je pense à Dijon, Amiens, Châteauroux, Tours en région centre ou d'autres, veulent absolument maintenant s'accaparer ce terme de métropole. Ça n'a strictement aucun sens. La métropole n'est pas nécessairement en lien avec le domaine bâti, l'architecture et l'urbain. Donc arrêtez de faire cette espèce d'amalgame. Ça n'est pas vérifiable du point de vue de l'étymologie. D'ailleurs, ne dit-on pas pour nos amis antillais, guadeloupéens ou également pour ceux qui sont plus loin réunionnais, ne dit-on pas que l'on gagne la métropole, c'est-à-dire le territoire français. Alors là, je n'ai pas de discours colonialiste, c'est pas ça la logique, mais c'est de dire que la métropole, c'est le pôle mère, c'est la mer, c'est la cité mère. Et les cités mères sont toutes initiatiquement des cités agricoles. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'environnement sans agriculture, sans forêt, etc. Donc ça, c'est un point important, véritablement délaisser ce terme de métropole pour désigner l'urbain. Agglomération, c'est largement suffisant. Et puis, un certain nombre d'élus utilisent ce mot-là pour avoir l'impression qu'ils sont plus grands ou qu'ils décrivent une réalité qui les dépasse d'un point de vue de la grandeur, pour essayer d'atteindre les niveaux supérieurs. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça, c'était le point essentiel que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Si nous voulons des politiques publiques, notamment en matière d'aménagement du territoire, qui soient rationnelles, il faut véritablement utiliser les bons mots et faire de l'étymologie. Donc j'attends de vous, concrètement parlant, que vous corrigiez les gens quand vous entendez parler d'écologie, d'économie, de métropole. Je ne vais pas faire aujourd'hui une digression qui durerait plusieurs heures sur l'étymologie des mots, mais tous ces mots qui sont redondants dans la bouche des journalistes, dans la bouche d'associatifs, voire même d'ingénieurs et d'experts qui sont mal utilisés, donnez-vous la peine de les corriger, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des conférences, dans des réunions que vous faites avec les membres de votre famille, etc. Parce que ce sont des mots qui doivent être utilisés dans la réalité de ce qu'ils veulent dire. Arrêtons de vider les mots de leur sens originel. Ça aboutit à du chaos. C'est-à-dire qu'on ne sait plus de quoi on parle et on est dans la confusion. D'accord ? Alors, aujourd'hui, d'autres thématiques. Alors, je vais me centrer sur ce qui me paraît essentiel en termes d'enjeux environnementaux aujourd'hui. En termes d'enjeux environnementaux en 2019, c'était le cas en 2018, c'était le cas avant et ça sera le cas demain. Il y a un enjeu qui est fondamental, à savoir celui des déchets. D'accord ? Alors là, on en revient à cette notion d'urbanité dont on parlait tout à l'heure, entre autres, enfin, pas uniquement, mais entre autres.
la problématique centrale pour nos sociétés dites entre guillemets développées, c'est de limiter la proportion de déchets qui vont partir à l'enfouissement, c'est-à-dire les déchets ultimes entre guillemets. Alors certains pensent naïvement, bon c'est pas une attaque, c'est un constat, certains pensent naïvement que les déchets qui sont par exemple incinérés, donc les déchets issus des ménages qui sont incinérés disparaissent et que finalement, il n'y a pas de résidus. L'incinération, de par la combustion, de par les réactions chimiques à l'œuvre, produisent deux types de résidus. Enfin, entre autres, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on aura des communications vidéo plus approfondies sur la question des déchets, mais produisent entre autres des réfiums, c'est-à-dire des résidus de fumée d'incinération d'ordures ménagères. Les réfiums, ce sont des initiales, c'est un acronyme, réfium, résidus donc de fumée issue des ordures ménagères, et un autre résidu qui lui est littéralement dur et réutilisable dans une certaine mesure, ce sont les mâches-fer. Donc les mâches-fer, c'est un déchet qu'on obtient en bout de course de l'incinération, et ces mâches-fer, pour un certain nombre de tonnages, sont enfouis. Donc même quand on incinère, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de déchets ou de co-déchets issus de la combustion. On a des résidus qu'on doit valoriser ou qu'on doit enfouir. Donc c'est un cercle qui est quelque part vicieux. J'étais en contact lors d'une visite avec un étudiant. Donc j'avais emmené un étudiant dans une unité d'incinération d'ordures ménagères et je discutais avec l'ingénieur chargé de l'exploitation. Et l'ingénieur chargé de l'exploitation me disait la chose suivante. À terme, l'enfouissement sera évité si on change nos modes de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez à proximité de chez vous, que vous soyez dans l'agglomération parisienne ou que vous soyez dans des territoires plus ruraux, il faut savoir que dès l'instant que vous ne valorisez pas vos déchets à la parcelle, et je parle notamment des déchets fermentescibles, par exemple les restes alimentaires, ces déchets-là vont être collectés, transportés et soit incinérés et produire les deux co-résidus dont je viens de vous parler, soit être enfouis directement. Donc l'enfouissement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait historiquement la mise en décharge. Les mots ont changé, donc on n'utilise pas les mêmes mots aujourd'hui. Donc la mise en décharge. Ensuite, les décharges sont devenues des centres d'enfouissement technique, des CET. C'est la même chose en réalité. Et puis ensuite, ces centres d'enfouissement technique, et notamment pour les déchets dits ultimes, sont devenus des installations de stockage de déchets non dangereux. D'accord? Donc c'est les trois termes que vous allez pouvoir retrouver dans la littérature. Mais c'est strictement la même chose. Le problème de ces centres de stockage, appelons-les des centres de stockage, mais on peut aussi bien les appeler des décharges finalement, même si elles font l'objet d'un programme de génie civil et d'entretien. Le problème de ces décharges, de ces CET, de ces installations de stockage de déchets non dangereux ou dangereux, peu importe, c'est qu'ils nécessitent ces centres de stockage du foncier, de la place disponible. Évidemment, l'espace disponible n'est pas illimité et ça cause un certain nombre de problèmes. Donc on sait qu'à l'amont, il va falloir mettre en place des programmes beaucoup plus actifs, beaucoup plus incisifs sur la réduction du tonnage de déchets issus des ménages. Notamment, je ne parle pas des déchets industriels banaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il faut savoir qu'il y a une obligation à terme d'être dans un mode de vie qui nous permettra, je change un peu la caméra de position parce qu'il y a le soleil qui est derrière, qui nous permettra de produire beaucoup moins de déchets et donc à long terme, de ne plus en produire qui partent à l'enfouissement et ou à l'incinération qui elle-même produit des sous-déchets, des co-déchets, des coproduits, peu importe le nom qu'on emploie. Pour moi, c'est un résidu de combustion et ces réfiums et ces mâches-fer, si elles ne sont pas valorisables, puisque notamment pour les mâches-fer, on a un débouché en sous-couche routière pour faire des routes, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement systématique, entre autres. Eh bien, si ces sous-déchets ne sont pas valorisables, ils sont eux-mêmes enfouis, et donc on est dans un cercle vicieux. Pour enfouir, il faut de la place, il faut de l'espace, et les CET, les centres d'enfouissement technique, les décharges, les installations de stockage de déchets non dangereux ou dangereux, eh bien, pour les réaliser, il nous faut de l'espace, il nous faut de la place. Et ce n'est pas un mode de valorisation ou de stockage qui est éternel. Et ça, c'est lié en particulier au type d'urbanisation, au type de construction. C'est lié aussi à l'architecture et au type d'habitat qu'on met en œuvre. Si on met en œuvre un habitat qui est en lien avec le foncier, qui a une parcelle suffisamment grande pour valoriser les déchets fermentescibles, donc à la parcelle,
on limite les déchets qui vont sortir de la parcelle et qui vont devoir être collectés, transportés et traités en centre d'enfouissement. Ou incinérés et ensuite enfouis pour les résidus qu'ils vont provoquer. Donc vous voyez le lien qu'il y a entre le type de construction et l'accès au foncier, au sol, et le type de valorisation de déchets. Plus on est dans une densification de l'habitat, comme c'est le cas par exemple sur l'agglomération parisienne, et sur des agglomérations, quelles qu'elles soient finalement, même dès qu'elles dépassent 500 ou 1000 habitants, ça va dépendre du type d'architecture et d'organisation de l'espace, dès qu'on est sur une densification de l'habitat, et dès qu'on est sur une collectivisation de l'habitat, on a ces problématiques qui se posent à nous. Voilà. Donc c'est pour ça que le lien qu'il y a avec notamment les activités immobilières, c'est que vous avez peut-être remarqué depuis un certain nombre de temps, alors c'est peut-être là pour ceux qui sont plus dans la profession, mais que les coefficients d'occupation des sols ne sont plus réglementés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant? Ça veut dire qu'un promoteur d'immeubles construits, puisqu'il y a des immeubles non construits, par exemple une forêt est un immeuble non construit, un promoteur d'immeubles construits à usage collectif, à usage d'habitation, sera moins embêté réglementairement parlant sur la densité occupée au sol, puisque ce qu'on appelait anciennement les COS, les coefficients d'occupation des sols, ne sont plus réglementés. Et ça, c'est une erreur fondamentale, puisque d'un point de vue environnemental, pour trouver un équilibre entre type d'habitat, architecture, construction et environnement, et valorisation des déchets, il faut limiter l'emprise au sol des constructions. C'est impératif. Donc il faut pour moi réinstaurer des coefficients d'occupation des sols. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'après on part dans des études précises, mais là c'est quelque chose qui saute aux yeux de ceux qui sont spécialisés sur la question, à savoir qu'il n'est pas possible d'avoir une filière déchets pérenne si on ne réglemente pas fortement les coefficients d'occupation des sols. Donc il faut réinstaurer cette logique-là. Donc là, on a fait un point sur l'étymologie, le sens, le poids des mots. J'ai fait un point sur l'enjeu, pour moi, fondamental de la question donc, du lien entre construction, architecture et occupation des sols, et donc politique des déchets. Vous voyez que tout est lié finalement. Je vais essayer de ne pas être trop long, puisque là, on est à 17 minutes. Mais en tous les cas, c'est un des points, ce sont là les deux points que je voulais soulever avec vous pour essayer de faire disparaître cette confusion aussi bien au niveau des mots employés que des enjeux environnementaux qui sont cruciaux à l'heure actuelle. Alors, pourquoi je dis ça? Je fais un point complémentaire parce qu'aujourd'hui, on nous parle énormément du réchauffement climatique. Alors, pour les climatologues, ça peut prêter un peu à sourire parce qu'on sait très bien que des variations climatiques existent et ont existé sur au minimum on va dire les 2000 années qui nous précèdent. Au minimum. D'accord? Des cartographies ont été dressées grâce à des études géologiques, des études palynologiques également. La palynologie étant étant la science de l'étude des pollens, donc les pollens qui permettent aux végétaux de se reproduire, et qui nous enseigne sur un certain laps de temps l'occupation des sols en France notamment, pas seulement, sur par exemple un siècle, 2 siècles, 3 siècles, etc. Donc on sait qu'il y a eu des variations climatiques d'importance, beaucoup plus importantes que celles qu'on peut vivre aujourd'hui, et qu'il n'y a pas en tant que telles aujourd'hui, si l'on prend tous les éléments d'études scientifiques, il n'y a pas en tant que tel un réchauffement je dirais appuyé, mais simplement une variation climatique qui s'inscrit dans des variations qui existent depuis déjà plusieurs siècles. D'accord ? Et pourquoi je dis ça? C'est qu'on essaye clairement au niveau médiatique de faire du sensationnalisme et donc de nous faire regarder en haut dans le ciel, alors qu'il faut déjà regarder ce que l'on fait en bas sur le sol. Donc il faut revenir un petit peu sur Terre et avoir les pieds solidement ancrés sur Terre. Sinon, on rate les véritables enjeux qui s'imposent à nous, qui sont en face de nous. D'accord ? Donc aujourd'hui, je pense que finalement, vous voyez, je suis déjà à 20 minutes, plutôt que de me disperser dans un nombre de thématiques très importantes que j'avais annoncées dans mon fil Facebook Akea Silva, je pense m'arrêter là pour ce jour. Et dans les prochaines séquences, dans Sciences Environnement, nous allons aborder la question, je l'ai dit un peu en introduction, de l'inondabilité des territoires, des permis de construire et des liens avec la politique de l'aménagement du territoire, la question des transports également, etc., etc. Je préfère m'arrêter ici sur ces deux points cruciaux de l'étymologie
Et donc on sera amené à faire d'autres approfondissements sur cette question-là en passant au peigne fin de nombreux mots. Donc l'étymologie et puis l'enjeu numéro 1 pour moi qui est le lien en fin de compte entre l'occupation du territoire, le type d'architecture, d'habitat et de densité que l'on veut sur le territoire et nécessairement en bout de chaîne la valorisation des déchets fermentescibles. Il va de soi que ça concerne également les déchets non fermentescibles, les déchets dits recyclables. De toutes les façons, tous les déchets d'une manière ou d'une autre sont recyclables, que ce soit par des voies chimiques, organiques, etc. etc. Donc voilà, alors je rappelle que j'interviens, mon métier de base c'est consultant en immobilier rural. Je vous conseille de manière large sur les questions immobilières et je réalise également des ventes et des estimations immobilières que j'appellerais traditionnelles. Et je réalise également des formations et des conseils à domicile, donc pour des suivis administratifs de dossiers, la rédaction de courrier, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur mon téléphone portable qui est accessible via le site akeasilva.com, akeasilva.com. J'annonce prochainement d'ailleurs une documentation vidéo sur les bonnes conditions pour trouver un logement compte tenu de critères environnementaux, de sécurité et d'hygiène. Voilà, donc là c'est la démarche HQSE, c'est la démarche environnementale élargie dont on sera amené également à parler. Mais j'y tenais et j'y tiens fortement puisque on s'aperçoit dans un certain nombre d'agglomérations, notamment les plus grandes, je pense à Lyon, à Paris, on a encore véritablement des grosses problématiques sur du logement salubre et sur la salubrité des logements et la sécurité des logements. Donc je m'arrête pour aujourd'hui, on arrive à 22 minutes. C'était William Afoyon-Goetz, votre expert immobilier environnement. On se tient au courant. Si vous voulez commenter, comme je l'ai dit en début d'introduction, commentez intelligemment. Tous les commentaires négatifs, agressifs, je les supprime systématiquement maintenant. Voilà, je ne cherche plus à comprendre. Soyons positifs pour construire écoutez, une société durable et cordiale. C'est très important. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Nous sommes dimanche. Profitez bien de votre dimanche. Le soleil est au rendez-vous dans cette campagne de la région centre. À très bientôt. D'ici, mon avis, d'ici une petite quinzaine de jours, 3 semaines, là, vu que je suis un peu plus productif, il y aura une autre documentation vidéo, donc surveillez la chaîne. Mes hommages. À bientôt.